Donc, tout ça pour conclure, quoi, à savoir que, une fois qu'on a compris ça, là, le Canada, c'est une colonie, historiquement. Les avantages juridictionnels de la colonie sont aujourd'hui conférés à tous les acteurs mondiaux dans le domaine extractif pour toutes les exploitations mondiales. C'est-à-dire qu'on s'enregistre ici pour bénéficier des avantages juridictionnels qu'on exporte ailleurs, au fond, quoi. On dit, bon, moi, je suis une société canadienne, mais j'arrive au Congo, j'arrive au Pérou, j'arrive en Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'arrive en Roumanie, et si vous voulez savoir qui je suis, puis ce que je fais, puis me retracer, aller au Canada, vous allez bien vous amuser. Moi, pendant ce temps-là, je prends mes fonds là-bas, puis j'investis ici, ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on a compris les 5 avantages reliés au contexte canadien, je pense que ce qu'il faut conclure, là, je vais laisser William donner son point de vue là-dessus, mais en ce qui concerne l'objet de la rencontre, à savoir bon, que faire. Bon, une chose qu'il faut conclure, c'est qu'il est contre-productif de créer des comités de soutien mine par mine, en disant, ben, à chaque fois qu'il y a un cas problématique par rapport à une mine du monde, certes qu'on peut, bien sûr qu'on est invité à se renseigner, bien sûr qu'on est invité à réfléchir, bien sûr qu'on est invité à colliger de l'information critique sur ces cas-là, mais l'idée, c'est au-delà de ce travail de soutien de communautés, en quelque sorte jumelées, non, un comité de soutien canadien pour soutenir telle communauté qui est bon, prise avec une minière dans telle région et qui estime être lésée, ainsi de suite. Il y a un travail d'une autre nature à faire en plus, qui est synthétique, quoi, qui est un travail de synthèse, qui consiste à comprendre quel est le rôle, non seulement de la législation canadienne dans tout ça, mais de la Bourse de Toronto, qui est le fusible de l'industrie extractive mondiale. Et là, il faut comprendre comment tout passe par Toronto, au fond, et comment c'est en conjoignant les luttes, en faisant en sorte qu'on pense des analogies entre les luttes, qu'on peut arriver, je pense, à avancer historiquement sur ces questions. Moi, je rajouterais juste que ici, il y a eu quelques expériences d'initiatives qui ont été menées à bien pour s'attaquer à la question justement des divers abus qu'on a vus. En fait, on parle des accusations d'abus là, mais là encore, c'est pas nécessairement des trotskistes ou des communistes là, qui en parlent. Là, si on avait eu un rétroprojecteur, là, je vous aurais montré que des journaux comme le Toronto Star, la Gazette, ou bien même encore, pour parler d'institutions internationales, l'ONU mentionne des cas d'abus de façon explicite. Donc pour ces questions d'abus, les gens, en fait, divers secteurs de la population canadienne ont été interpellés et on a mis en place ce fameux processus des tables rondes. Je vous résume très rapidement l'historique de cette initiative. Elle est née, si je m'abuse, en 2005, 2006. En tout cas, l'idée a germé en 2005 et le processus a commencé à être mis en œuvre en 2006. Donc il consistait en fait dans une certaine forme de processus pluraliste à réunir autour d'une même table des acteurs des secteurs miniers, des membres du gouvernement et des acteurs dits de la société civile, de divers groupes, organisations non gouvernementales, universitaires ou autres types d'experts indépendants. Qui pour certains en fait étaient bien contents qu'on leur donne une certaine légitimité et puis qui se sentaient investis d'une certaine responsabilité démocratique quand personne ne les avait nommés. Autour de ces tables, on a réuni ces gens et le principe c'était d'aboutir à une certaine forme de consensus, comme si consensus il pouvait y avoir sur des questions de criminalité économique, de pollution des écosystèmes à grande échelle, ou encore d'enrôlement de faux soldats ou de trafic d'armes. Une succession de réunions s'est déroulée à l'échelle du pays, là, from coast to coast, comme on dit, là, et
eh bien, à l'issue de ces tables rondes, un rapport a été pondu qui prévoyait un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles la création d'un poste d'ombudsman qui serait chargé de colliger les plaintes formulées à l'étranger par des communautés qui s'estimaient lésées par l'activité minière réalisée par une entreprise canadienne. On a parlé aussi, on a évoqué à ce moment-là même la possibilité d'une poursuite au pénal, mais ce n'était pas une solution qui a été mise en avant, elle a même été en fait auto-censurée par les gens qui l'avaient mise en avant lors des réunions. Donc ce processus a émis ces recommandations-là, et donc pendant 2 ans, il ne s'est rien passé. Et au bout de 2 ans, début 2009, je me souviens bien, c'était en mars ou avril 2009, le gouvernement canadien a fini par réagir en émettant un document qui s'appelait « Renforcer l'avantage canadien ». C'est le genre de formule dont le gouvernement canadien a le secret, là, en mettre de la propagande. Et bon, de ce document n'est rien sorti en termes de contraintes à imposer aux sociétés minières, si ce n'est la nomination d'un conseiller, enfin je ne sais plus, en responsabilité sociale pour... Et bon, le conseiller en question s'est trouvé être une dame qui était responsable du Munk Center à Toronto. Enfin bref, tout ça pour dire que eh bien, ce genre de processus dont nous on dit qu'il participe de la gouvernance, cette forme de gestion des affaires publiques, en fait, qui prétend que sous les auspices de la pluralité, on va aboutir à un consensus, mais qui finalement aboutit au consensus de celui qui a le plus de voix et qui pèse le plus autour de la table. En l'occurrence, là, c'était le lobby minier. Donc, ce type de processus, eh bien, ce n'est pas la voie à suivre si on veut changer les choses. Et bon, à l'échelle provinciale, là, au Québec, on l'a vu également. Je veux dire, l'année dernière, il y a eu une succession d'organisations écologistes, disons, de vigilance de l'activité minière, qui se sont succédés là, au Parlement dans le cadre des consultations pour la réforme de la loi minière. Mais on n'imagine pas l'énergie et le temps que ça représente pour ces associations et tous ces gens là, qui militent de façon honnête là, et qui dépensent de leur temps. Pourquoi ? Pour que le projet de loi meure au feuilleton au début d'année. Et puis bon, qui sait quand on va remettre ce type de questions sur la table. Et probablement quand on la remettra sur la table, on appellera une nouvelle consultation et une nouvelle table ronde. Donc... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, je parle en notre nom parce que je pense qu'on partage, c'est issu de nos propres réflexions, là. Il est urgent de sortir de ces processus imposés par le gouvernement et de rétablir une vraie relation de force, une vraie relation, un vrai rapport de force en fait entre la revendication et les pouvoirs publics qui normalement sont les dépositaires de l'intérêt commun, mais qui, bien entendu, comme on le sait tous, sont dépositaires de l'intérêt, majoritairement de l'intérêt des lobbies miniers.